juste derrière. C'est le Cap Horn. On est en train de passer le Cap Horn. C'est génial. Moi, dès que je suis sur l'eau, j'ai du plaisir, j'ai toujours du plaisir, peu importe le bateau. Ça fait du bien d'être sur l'eau, de respirer, de sortir du chantier et puis de se ressourcer. Moi, l'océan, c'est aussi ça, c'est cette ressource qu'on arrive à avoir et cette solitude qui est importante. Alors aujourd'hui, on me donne des moyens financiers, c'est du sponsoring. Donc c'est l'acquisition d'un bateau, c'est l'acquisition d'un chantier naval aussi pour pouvoir permettre à l'équipe et à moi-même de monter ce projet bien. Ça va, moi, Alex? Il y a une peau qui vient par-dessus, du coup, après, ou pas? Et après, les moyens que je me donne aussi, c'est de m'entourer des bonnes personnes. Tout ça, c'est se donner les moyens dans la performance, d'avoir des gens fiables et avec une qualité de travail qui est là, en fait, tout simplement. J'ai un doute sur la profondeur de la barre, en fait. Mais Là, on a choisi vraiment des orfèvres. là, on la coupe. Et ça se voit parce qu'on a un bateau aujourd'hui qui ressemble vraiment à quelque chose de très très propre. Il est là. Est-ce qu'on ferme avec un téton un peu dessus? Une pièce en bois, emboîtée, jolie, quoi. Si je vois un congé. Les bateaux jetables, c'est pas mon truc. L'idée, c'était de récupérer une coque d'ancienne génération, comme j'avais à l'époque, mais un petit peu plus récent, et de le modifier. Alors pourquoi le modifier? C'est aussi un gain de performance par rapport au bateau. C'est aussi un coût qui est quand même moindre par rapport à une construction de bateau. Et c'est un défi. C'est un défi parce que ce qu'on a fait aujourd'hui sur le bateau, ça n'a jamais été fait auparavant, du moins pas à ce niveau-là. La coque en elle-même, elle est restée telle quelle, le mât aussi. On a changé un peu le plan de voilure, donc toutes les formes sur les voiles. On a changé toute l'ergonomie intérieure du bateau, l'ergonomie extérieure, donc tout le plan de pont, là où va passer tous les cordages en fait. Et puis on a modifié le bateau avec des foils, donc c'est des appendices qui vont permettre de sustenter, quasiment de faire voler le bateau en fait. Et donc de gagner à peu près entre 15 et 20% de performance, ça c'est sur le papier, on verra en réalité. Enchanté, Fred. Bah t'as vu, il met son super par-dessus. Ouais, maintenant c'est santé, prospérité, c'est une... C'est Hawaï, chez nous. Je passe beaucoup de temps avec mon équipe. Et je connais mon bateau par cœur et c'est peut-être ce qui m'aidera par la suite, du moins c'est ce qui m'a sauvé, en tout cas sur le Vendée Globe. Je trouvais la solution avant eux sur le bateau. Et ça me faisait gagner beaucoup de temps, donc de la performance. Et voilà, donc moi c'est ma manière de voir les choses. Enfin, tous les autres skippers le savent, bah, Alan il est comme ça quoi. Il est avec ses gars, c'est autant un préparateur, un technicien qu'un marin et donc un skipper. Ils ont découpé le pont, ils ont déponté, ils ont dézingué la structure, ils ont enlevé de moitié, ils ont mis le pont, ils faisaient une tonne, ils l'ont laissé comme ça. Ah, les dates, ça va pas le faire. Ah oui, c'est la l'isolation de ton bateau, toi. On a un bon bout du casque, là, qui s'est arraché. Les vis sont plus ou moins sautées. J'ai plus d'habits, j'ai plus de bouffe. Tout a pris la flotte. Tout est trop beau pour être vrai, quoi. Je vais le sauver, le bateau. Et je vais l'emmener au bout, surtout. Je vais l'emmener au bout. Alors on dit souvent, j'étais le plus jeune du Vendée Globe, le plus jeune de tous les temps. Moi j'ai pas fait ça pour l'âge ou pour la reconnaissance ou pour quoi que ce soit. L'idée était vraiment, j'avais l'opportunité de faire cette course avec un bateau à l'âge que j'avais à ce moment-là. Et les gens disaient oui, mais à cet âge-là, l'expérience, etc.
j'essaie d'expliquer en disant, bah voilà, mais moi j'ai passé quasiment 20 ans de ma vie sur l'eau. Et il y a des gens qui ont 40 ans, ça fait 3 ans qu'ils naviguent et qui vont partir sur un Vendée Globe. Bon, peut-être pas 3 ans, mais 10 ans. Et finalement, j'ai quasiment autant d'expérience qu'eux sur l'eau. Et c'est ça que les gens avaient tendance à oublier, c'est que l'âge ne compte pas. Et ça a été aussi dur à se faire respecter, entre guillemets, à ce niveau-là. C'est de dire, bah ouais, je suis jeune, ouais, mais j'ai même plus d'expérience que toi au large, et puis je vais te le prouver sur un tour du monde, quoi. Et c'est joli. Mon père avait une envie assez folle, et pas si folle que ça, c'était de dire mais pourquoi on n'habiterait pas sur un bateau sur le lac, quoi. Et on a été la première famille à habiter sur le lac Léman. Bravo, vieux bonhomme. Oh, elle est belle, hein. Bravo. C'était un mode de vie différent, et vivre avec la plus belle vue du monde. Je veux dire, on avait la rade de Genève devant nous, le jet d'eau était devant nous, quoi. Puis après, on a changé de bateau pour acheter un voilier avec lequel on est parti voyager 11 ans autour du monde. Il y en a où les patates? Oh, bon, bout du doigt. J'ai jamais été à l'école de toute ma vie parce que quand on a commencé à vivre sur un bateau, mon père avait déjà ce projet de partir voyager. Et donc du coup, c'était ou de me scolariser ou de faire l'école à la maison. Et c'était génial. Après, c'est pareil, c'est un autre mode de vie. On n'a pas forcément les copains de classe ou les copains d'enfance qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est Noël et on a froid. Pour une fois. L'océan comme terrain de jeu, c'est assez sympa, hein. On se retrouve en fait à vivre comme une tortue. En fait, on a notre maison sur le dos et puis on voyage de port en port. Et donc c'est découvrir des gens, des cultures, des pays, des décors, des lagons. Et en fait, toute ma vie, ça a été ça, quoi. C'est la Fabrique 1, donc Super Bigou. Et c'est le bateau avec lequel j'ai fait le dernier Vendée Globe. Donc toujours de l'émotion de le voir et puis un petit pincement au cœur parce que voilà, ça a été des super souvenirs. Et voilà, c'est une belle histoire, une histoire de mer. Le dernier moment passé à bord de ce bateau, c'était la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Et depuis, j'ai jamais navigué dessus parce que c'était la fin de l'histoire. Super Bigou, c'est un nom féminin, c'est une femme, et d'ailleurs on voit bien les formes, c'est une belle femme, avec des petites rondeurs, mais ça lui donne du charme. C'est notre compagnon de route, c'est aussi la personne à qui on va se confier, et pour une fois qu'une femme ne nous répond pas, non, c'est pour rire. Mais ouais, pour moi un bateau c'est une femme, et ça a été une très belle histoire entre un homme et un bateau, un homme et une femme. Il y a 2 chantiers actuellement. On a le chantier du bateau, la remise au bout du jour entre guillemets du bateau, et le skipper. Tu restes en bas. On a besoin d'avoir une préparation physique importante pour pouvoir encaisser un maximum de chocs et puis aussi avoir cette performance-là de pouvoir manœuvrer rapidement sur le bateau.
Donc ça fait partie de la préparation Encore 3. du marin et donc du projet. Voilà, allez. Allez, respire. Bras tendu tout de suite, tu descends. Pieds serrés. Alors on pense au bras tout le temps, c'est vrai qu'on tire, on porte des choses très lourdes, c'est vraiment la base. À côté de ça, il y a tous les mouvements qu'on va faire. Par exemple, une voile en moyenne, elle va peser 50, 60 kg, ça peut aller jusqu'à 100 kg, même 200 kg suivant les bateaux. Donc il faut réussir à faire le bon mouvement. Et à ce moment-là, on va aussi utiliser nos jambes, nos abdos et nos bras. Donc tout ça est lié, donc c'est très important d'avoir une masse musculaire générale sur le corps qui permette de ne pas faire de faux mouvements. Tac. Voilà. Tu respires bien. Tu sens ta cheville droite qui travaille. Tu regardes loin devant. On travaille beaucoup d'ailleurs avec Stéphane sur des postures, sur de l'équilibre en fait pour garder cette concentration. Essaye de bien sentir. Quand on est sur le bateau, il y a souvent des moments où on réfléchit puis on a cette petite image en fait de Stéphane genre sur le côté de l'épaule. Faut pas faire ça comme ça, faut faire ça comme ça, Alan, fais attention. Et c'est vrai qu'on arrive à se concentrer un peu plus souvent, du moins qu'avant, sur ces mouvements-là. Et donc ça aide énormément. Maintenant, voilà, il y a toujours ce risque de faire un faux mouvement à un moment donné et donc de se blesser potentiellement, quoi. Sur le Vendée Globe 2016, j'avais très peu, voire pas de préparation physique parce que la préparation du bateau a pris beaucoup de temps. On était une toute petite équipe et les journées étaient pas assez longues en fait pour préparer la totalité du bateau. Donc on faisait en gros les 3-8 et à côté de ça, je pouvais pas me permettre de partir avec un bateau pas prêt, mais moi être prêt. Je préférais que le bateau soit prêt. Et moi, dans ma tête, c'était je me préparais sur l'eau, quoi, finalement. Et en fait, ça l'a bien fait. Au niveau des bras, il n'y a pas eu de soucis. Le haut du corps, il n'y a pas eu de soucis. Par contre, au niveau des jambes, j'ai mis 3 mois à remarcher correctement à l'arrivée de ce tour du monde, quoi. Parce que j'avais tout perdu. Pourquoi Douarnenez? Ça faisait peut-être 1 an. J'avais un bateau en vue qui s'appelait Navman et qui était en Bretagne. Il était à Douarnenez. Et c'est vrai que quand on est rentré en Suisse, il a dû se passer 2 jours, je pense. Et j'ai traversé la France pour aller voir ce bateau. Et donc c'était une épave en fait, sous un pont à l'eau, la quille était plantée dans la vase. Enfin, il ressemblait vraiment à rien. Et moi, ça a été un coup de cœur, quoi. C'est vrai que je me rappelle, il y avait mon père qui était là. Au début, j'étais un peu hésitant. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? T'achètes ou t'achètes pas? Et c'est vrai que je l'ai regardé et j'avais les yeux... Ouais, j'étais très ému en fait de monter sur ce bateau. C'était une légende de la course au large aussi, ce bateau-là. Et donc voilà comment j'ai atterri à Douarnenez, quoi. Et puis depuis, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai préparé en fait mon premier bateau là-bas. Sur le parking devant la pointe, c'est vrai que je bossais de nuit parce qu'on n'avait pas le droit de bosser sur ce terre-plein-là. J'avais bâché mon bateau. Enfin, j'étais vraiment le gitan à dormir dans ma Twingo devant ce restaurant. Et puis voilà, avec Hervé à côté qui venait me filer un sandwich. Et c'est là où tout a commencé et il faut pas oublier d'où on vient. Il est arrivé ici dans sa Twingo. Je pense qu'il n'y avait pas la place pour une boîte d'allumettes de plus dans sa voiture. C'est à peu près ça. Hein. C'était des sacs de couchage qui débordaient de tous les côtés. Une sorte d'énergumène qui sort de sa voiture. Ouais, on était là, on regarde. Tiens, bon. Un marin de plus, quoi. Un marin de plus, quoi. Bon. Voilà, et puis on a appris à se connaître, à se rencontrer, à discuter des soirs et des soirs et à refaire le monde comme d'habitude dans les ambiances de marins. Et puis un jour on l'a vu naviguer. Celui-là il est doué quand même. Hein. Il est doué le petit là. J'avais pas vu grand marin amener son bateau au port comme il a fait. C'est vrai. Hein.
Il y a un monde entre Alan Roura et les autres marins. C'est pas pareil. Il a une aura supplémentaire. Voilà. Il impose quelque chose que les autres n'ont pas. Par sa gentillesse d'abord, parce qu'on voit bien qu'avec son cœur. Et je trouve que c'est vachement important. Il se prend pas la tête, il est doué, il est... Enfin bon, bref, voilà, quoi. C'est quelqu'un de remarquable. Je ne dis ça pas parce qu'il est à côté de moi. Hein, c'est... Dans la course au large, c'est vrai que c'est un milieu qui est assez fermé, qui est assez dur. Alors la mini transat, ça va encore, parce que c'est quand même une classe plutôt jeune. Puis moi, avec un bateau très vieux, à dormir dedans, à vendre tout ce que j'avais autour de moi, même ma voiture la veille du départ pour pouvoir payer la fin de la course. Je voulais vraiment tout donner pour y arriver avec moins d'argent possible, parce que j'avais pas les moyens de toute façon de faire plus. Donc là, c'est vrai qu'on me regardait un petit peu de travers. Puis à l'arrivée, ça a commencé à dire tiens, mais sur l'eau, il se débrouille bien, quoi. Peut-être avec un bon bateau, il y a moyen de faire quelque chose. Toi 3, bravo mon pote. Ouais, il aura fallu quand même terminer un Vendée Globe pour que le regard des gens change. Mais non. Oh, elle est bonne. Alan, quand je l'ai rencontré, c'était vraiment l'enfant sauvage. Il n'avait pas de téléphone. Quand on avait un rendez-vous avec des médias, on lui mettait un post-it sur son bateau. Il était toujours à l'heure, bien plus à l'heure que ceux qui avaient des téléphones. Donc voilà, c'était un peu le garçon qui a vécu 11 ans autour du monde, qui débarque à Douarnenez, dans une petite ville du fin fond de la Bretagne, et qui se retrouve un peu effectivement dans le monde réel, mais avec cette joie de vivre et cette sincérité, cette fraîcheur. Toujours le sourire, toujours à parler à tout le monde, à se marrer. Et c'était vraiment un peu la mascotte de la flotte, en fait, quoi. Viens. Viens, Luna. Alors Aurélia, du jour où on s'est rencontrés, déjà elle savait où elle allait, parce que partir avec un mec comme moi, voilà, faut oser. Et elle avait conscience des projets que j'avais et des ambitions, et c'est vrai qu'elle a tout de suite voulu participer à tout ça, à vouloir m'aider, parce que c'était mon rêve, donc j'allais aussi tout donner pour ça. Alors on est un couple, ok, et puis on a aussi ce côté... où on a réussi à travailler ensemble. Ça a été dur à des moments parce que c'est pas facile de travailler en couple. On a besoin l'un de l'autre dans la vie de tous les jours, mais aussi dans ces projets-là. Et ouais, j'y serais pas arrivé sans elle. Ça, c'est sûr que je lui dois beaucoup, beaucoup. Attention, ça va être glissant. Viens, hop. Viens. T'attends. Allez hop. Tac. C'est absolument génial de naviguer sur un vieux gréement, et encore plus sur un bateau historique, dans le sens où c'était une reproduction des sardiniers de l'époque de Douarnenez, et c'est des bateaux encore plus simples que tout ce que j'ai vu, c'est-à-dire il y a 2 mâts, 2 voiles et 4 bouts, donc c'est vraiment ultra simple. Et à l'inverse, c'est très physique, très difficile, puisque c'est des systèmes à l'ancienne. Ils sont vraiment restés sur une base des années 1930 dans ces eaux-là. Et donc c'est vraiment très difficile, mais c'est la navigation pure en fait.
c'est beau, c'est simple, ça sent le bois, ça sent le vieux, entre guillemets, mais le bon vieux. Les voiles qui ont été utilisées, qui ont eu du frottement, qui sont creuses, c'est un vieux gréement, quoi. Et quand on est à la barre d'un bateau pareil, encore plus quand il est entretenu comme celui-ci, c'est de la magie, en fait. Magnifique, hein. On a même du soleil. Et on arrive assez facilement à faire 5-6 nœuds. Donc on voit vraiment le mouvement de cette poulie qu'on appelait la veuve à l'époque. Ah, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Alors, sardines en vue? Mais y a pas grand chose, hein. Je vois pas de sardines. Mais bon, la vue est pas mal. C'est vrai qu'Alan, moi je l'ai connu, il m'a dit qu'il était suisse, je l'ai regardé avec des grands yeux, brun, mat de peau, T'as pas du tout ni le nom ni la tête d'un Suisse, mais il est quand même profondément attaché à ses origines, surtout que toute sa famille vit encore en Suisse. Donc dès qu'on s'est connus, on a tout de suite été amenés à y aller régulièrement. Ta maman? Oui, et toi? Oui. Je suis contente. Oui, là. Oui. T'as fait du bien, hein? Ah oui. Hein, C'était long. Ah, alors, petite fille. Ça va? Papa? Bah, toujours. Bah alors? Hein? On boit un coup? En Suisse, on boit plus, hein, tu sais. Mais ouais, bien sûr. Allez. Mon fils, il est courageux, il est adorable, il est battant surtout, et c'est vraiment un bon garçon. Oh, ça a été un gamin qui était... non, comme on dit vulgairement chez nous, il nous a jamais fait chier, puis adorable comme tout. Non, c'était pas... Non, bon vivant, sourire, banane... Non, c'est pas un gamin. Comme je dis, je souhaite à toutes les mamans de la planète d'avoir le même gamin, quoi. De 0 à quand ils partent, quoi. Ouais. C'est bon d'avant? Tout bon. Son père lui a tout apporté, mais tout, de A à Z. Quand Alan était petit et qu'il bricolait ses bateaux, il avait toujours son papa derrière. Enfin, il faisait toujours à deux au départ. Il a appris sur le tas, mais avec son papa. Ça, c'est important. Et ça va continuer comme ça, parce que quand il y a un petit souci, il va téléphoner à son père aussi pour demander bah, tu peux m'aider pour ci ou m'aider pour ça. Et voilà, ils sont fusionnels, les deux, de toute façon. Alors, ça sera toujours comme ça. Retour aux sources. En tant que père, oui, je suis fier de mon fils, de ce qu'il fait. Et ensuite, je suis fier de ce qu'il fait par rapport aux nouveaux jeunes, par rapport à l'âge qu'il a. De donner aussi cet élan d'envie, si tu as envie, bah toi, tu peux y arriver. Pour des jeunes de 25 ans. Je trouve que c'est bien de montrer un exemple de... Bah toi. C'est ce qu'on dit quand on ralentit. Ouais, le bras change un peu. Tu sais ça? Allez. La solitude, j'en ai besoin, hein. Mais on vit pas tout seul, quoi. On est rien tout seul, en fait. Même si on se retrouve, je veux dire, se poser les questions tout seul, c'est très bien, mais il faut partager, en fait. La vie, elle est pas faite pour être tout seul, quoi. Même en soi, quoi. Il faut... Ouais. Quelle est la dernière question que tu t'es posée tout seul?
Est-ce que je vais la demander en mariage? C'est peut-être la dernière question que je me suis posée tout seul. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui hantent des oriflammes le long des baisements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent comme pierres et de drames.